Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode du Seb Show dédié à vos questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, encore un paquet de questions que j'ai en réserve, fait que je vais essayer d'en répondre à quelques-unes aujourd'hui. J'essaie toujours de faire ce court, finalement, ça dégénère, puis je sais pas pourquoi, on dirait que j'élabore plus que je pensais au départ, donc je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible, puis de couper un peu mes réponses. Je vais essayer. Donc, on a premièrement Hélène Carmis qui m'a demandé, Sébastien, est-ce que quelqu'un t'a déjà approché pour faire partie de l'équipe de production à OD? C'est la façon de décortiquer tout fait peur. Ben, je veux pas te faire peur, hein. Mais la réponse est non. Il n'y a personne de l'équipe de production d'Occupation Double qui m'a contacté d'aucune façon pour participer sur quoi que ce soit. Je dis pas que ça me ferait pas plaisir. D'un autre côté, il y a un problème avec Occupation Double qui m'accroche beaucoup. Et c'est l'absurdité du nombre de twists et d'implication de la production sur comment le jeu se déroule qui me gosse comme ça n'a pas de sens. J'allais dire éperdument, mais je trouve que ça fitait pas là-dedans. C'est que le problème d'Occupation Double est que la production, pour garder le show intéressant, a le sentiment qu'il doit mettre des twists sur twists sur twists et doit conserver certains joueurs plus que d'autres et essaye de les avantager. Et c'est une façon de faire qui me déplaît beaucoup. C'est une façon de faire que je n'accepte pas en télé-réalité. Donc, je serais un très mauvais conseiller ou analyste ou peu importe dans une émission de production comme... dans un environnement de production comme Occupation Double, je risque de chialer tout le temps. Sincèrement, je risque de critiquer tout le temps. Je risque de lui dire qu'ils sont dans le tort, qu'ils font ça tout croche. Parce qu'en mon sens, puis je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le show doit se donner par rapport à tes joueurs. Tu dois donner à tes joueurs des outils pour qu'ils puissent faire le show, mais tu dois après ça faire confiance à ton casting. Tu dois te dire, écoute, mon casting était excellent, j'ai confiance que mes joueurs vont créer la merde par eux-mêmes. Le hic est que c'est pas comme ça qu'Occupation Double gère le jeu. Eux se disent, écoute, on a fait un casting là, mais là, faut mettre des twists, faut mettre des affaires parce que sinon, la merde pognera pas. Et ils font pas confiance aux joueurs pour que ça dégénère. Et c'est ça qui m'énerve un peu, contrairement à certains autres jeux comme Survivor, Big Brother, que des fois, ils amènent une twist. Oui, dans une saison, ils amènent une twist ou ils en amènent deux, mais pas de façon exagérée. Puis ils laissent les joueurs s'entretuer, même si la finale est peut-être pas satisfaisante. Je veux dire, je vais prendre Big Brother 21 qui vient de se terminer il y a quelques semaines. C'est plate. La finale était pas satisfaisante pour personne. Je veux dire, il y a personne qui... Ben, en fait, il y a personne qui voulait voir la finale de Jackson contre Holly. Pour ceux qui écoutent Big Brother, ils le savent. Les gens ne voulaient pas voir ces deux-là en finale ensemble. C'est ce qui est arrivé. Jackson a gagné. C'est décevant pour la majorité du monde. On voulait voir Cliff, on voulait voir Nicole remporter. Mais Cliff et Nicole, ils ont mal joué leur game rendu dans les 4 derniers. Surtout Cliff, mais Cliff et Nicole ensemble. Donc, rendu là, ben écoute, t'as le gagnant que malheureusement les joueurs ont choisi et que la production n'a pas poussé pour avoir ce gagnant-là. La production a peut-être skippé certaines affaires cette saison-ci par rapport à Jackson, là. Ça, il aurait peut-être fallu que j'en parle un peu dans mes vidéos, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que de participer à la production d'OD, j'aimerais qu'on respecte les joueurs et je considère pas que l'Occupation Double respecte ses joueurs. La plus grande preuve de tout ça, c'est Jonathan Maud l'année passée, qui à mon sens méritait de gagner amplement. La production ne lui a pas permis de se rendre à la fin avec des twists. Ils ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues dans les dernières semaines pour être sûr que les deux se fassent éliminer. C'était atroce, c'était dégueulasse. Je serais pas capable d'accepter ça. Je démissionnerais. Je suis de même. Fait que je démissionnerais. Fait que je pense que
Le fait qu'on me contacte pas pour travailler sur une émission comme OD, c'est raisonnable, puis c'est une réflexion intelligente de leur part, parce que probablement que je serais vraiment un coéquipier de travail extrêmement chiant pour eux autres. À moins qu'ils veulent changer leur mentalité de faire, puis qu'ils veulent emmener le jeu à un autre niveau. Là, je suis ouvert aux discussions. Jessica Quentin qui nous a demandé quelles ont été les réactions des lofters finalistes de la revanche après ta victoire et qu'en pense-t-il à ce jour? Bon, qu'en pense-t-il à ce jour? Je te dirais, j'ai pas reparlé à la grande majorité, fait que ça serait difficile pour moi de te dire ça. J'ai reparlé à certains, j'ai gardé contact avec certains aussi, mais globalement, je parle plus à personne de la saison de la revanche, à part quelques exceptions, Dominique, Geneviève, Priscilla, c'est un peu ça, vite de même. Vite de même, ça fait le tour. Fait que j'ai encore Christelle Delphine aussi, que j'ai revu. Mais je veux dire, globalement, le sentiment lors de la finale, les joueurs étaient vraiment frustrés. Les joueurs ont été frustrés. En fait, il y a eu un gros mensonge qui a été raconté par certains joueurs. Je pense d'ailleurs à Mathieu Baron. Qui ont fait aller le fait que la raison de ma victoire avait été à cause j'avais été floué dans l'Ostory 4. La réalité, c'est que c'était même pas ça. La réalité, puis je pense que je l'ai expliqué dans une autre vidéo, la production voulait même pas que je fasse l'Ostory 6 à la base. C'est-à-dire que eux voulaient que je revienne sur le plateau avec Kim pour commenter les joueurs. Ils voulaient pas me revoir à l'intérieur du loft. Je comprends un peu, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y avait plus aucun aspect stratégique dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas considéré le fait que j'y retournerais, que je voudrais reparticiper une autre fois. Mais pour moi, c'était important d'y retourner, même si c'était juste pour vous autres. C'est-à-dire de dire, écoute, je vais y retourner pour au moins essayer de faire du show un peu pour le public, puis essayer de diversifier ça un peu. Fait que... donc, la rumeur avait starté de dire, écoute, Sébastien, il a été avantagé cette fois-ci à cause de l'Ostory 4. Et c'était pas le cas du tout. Parce que moi, tous les problèmes que j'avais eu avec la production avaient été réglés lors de l'Ostory 5. Parce que si ça n'avait pas été réglé, premièrement, j'aurais jamais été en tant qu'analyste à l'Ostory 5. Et deuxièmement, je serais jamais retourné en tant que joueur à l'Ostory 6. Fait que ça a été un genre de mensonge en arrière de lequel ils se sont cachés, je pourrais dire, pour expliquer leur défaite. Je pourrais vous dire, c'est un peu ça. Il y a certains joueurs qui se sont rendus compte, dans le tas qui ont fait des sorties publiques par rapport à ça, qui se sont rendus compte que c'était pas vrai finalement. Il y a certains joueurs qui sont restés un petit peu dans le déni, puis que leur ego en avait pris un coup, et qui ont préféré aller vers cette ligne de pensée-là, de faire comme non, Seb il a gagné parce que la production en devait une. Malheureusement, c'était pas le cas. Je pense que il y a eu beaucoup de choses. Dans l'Ostory 6, ce que les joueurs se sont pas aperçus, que moi j'ai pris conscience assez vite, parce que, qu'on le veuille ou non, moi j'avais vu quand même des saisons All-Star aux États-Unis, Big Brother surtout, Survivor. Et dans un All-Star, c'est pas nécessairement tout ce que tu fais qui est important, mais c'est aussi comment tu gères tes erreurs. Et on peut dire que j'ai été beaucoup plus fade en tant que joueur dans l'Ostory 6. Il y a beaucoup de gens qui me le disent, il n'y a aucun problème, je l'accepte parfaitement parce que je le sais que je l'ai été. Premièrement, j'avais moins d'outils stratégiques à ma disposition. Et deuxièmement, parce que ce que je faisais, c'était de gérer mes erreurs. Ce que les autres joueurs n'ont pas pris conscience de. Mathieu Baron avec tous ses commentaires, Hugues avec tous ses commentaires, l'aspect David à 2-3 semaines de la finale quand il a manipulé la petite pour gagner un prix, Arcadio qui a embrassé Dominique, tout le monde faisait des gaffes incroyables alors que il y avait comme... moi, je regardais ça aller, puis je me disais, man, j'ai même pas besoin de faire de la merde. Ils se tirent dans le pied, eux autres mêmes. Puis, les joueurs n'ont pas compris cette stratégie-là. D'arriver puis d'essayer de gérer mes erreurs, de rester un peu en arrière, d'avoir un groupe devant moi quand même solide, sur lequel j'avais comme un certain bouclier, pas un gros, mais un certain bouclier, et que j'étais capable d'amancher certaines choses, mais en même temps de pas mal paraître à la télé. Et ça, de ce côté-là, il y a des joueurs qui ne l'ont pas accepté parce qu'eux, ils ont mal paru, parce qu'eux ont fait des erreurs.
Et donc, la réaction était, je dirais, presque toute négative des joueurs à la sortie de Love Story, à part quelques-unes. Je pense à Geneviève, je pense à Priscilla ici, qui était vraiment heureuse pour moi. Je les en remercie, je les embrasse très fort, moi, parce que vous êtes des femmes extraordinaires. Mais pour les autres joueurs, ça avait été plus dur. Après coup, il y a certains joueurs qui ont passé par-dessus, je pourrais dire, puis qui ont compris un peu ce que j'ai fait. Je pense à Delphine, entre autres. Donc, de ce côté-là, je l'apprécie, il n'y a pas de problème. Cass a été aussi un exemple, mais Cass, il n'y a jamais eu de ressentiment non plus. C'est juste parce qu'il prenait plus pour David et Hugues à la fin avec ce qu'il avait vu à la télé. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Je le prends pas mal non plus. Mais c'est un peu ça. Fait que je vous dirais que c'est un mix bag. Il n'y a pas de réponse définitive à cette question-là, mais je t'ai donné quand même des pistes de solutions là-dessus de comment que les joueurs se sentaient. Je te dirais que majoritairement, logiquement, le trois quarts maïs encore très, très profondément, ou du moins, en tout cas, veulent plus entendre parler de moi. Les autres vivent très bien avec ça. Ensuite de tout ça, Don Carnage qui m'a écrit pour faire suite à ta réponse à propos du livre de Julie Lemay. As-tu déjà pensé à écrire un livre sur ton expérience de la télé-réalité? Don Carnage, ça c'est une question qui est intéressante que tu poses parce que je me suis déjà fait poser. Et ma réponse va rester exactement la même parce qu'on m'a posé la question il y a 10 ans de tout ça quand, à ma sortie. Je trouve que de parler de mon expérience de télé-réalité serait vraiment nul à chier pour un livre. En mon sens, ça vaut pas la peine. Puis, et quand on va parler des fois de certaines personnes de télé-réalité qui écrivent des livres sur leurs expériences, je suis comme, voyons, c'est comme t'es capable de vraiment écrire un livre là-dessus. Je veux dire, je dis pas qu'il n'y a pas du matériel, mais pour moi, un livre devrait être quelque chose d'un peu plus sacré que simplement faire comme je te parle de mon expérience de télé-réalité. Je trouve que c'est banal. C'est comme pour moi ça serait comme de raconter genre le lundi matin, je m'en vais faire mon épicerie. Pour moi, c'est aussi insignifiant que ça. Fait que quand je vois des gens qui écrivent sur les expériences de télé-réalité, je trouve ça beaucoup plus drôle qu'autre chose. Fait que si moi je le faisais, j'aurais la sensation de me rabaisser à ce niveau-là. S'il était arrivé quelque chose de vraiment spectaculaire, qui aurait changé, je sais pas, les mentalités ou autre, là, je vous dirais, peut-être que je pourrais parler de mon expérience, mais je préfère même me le faire présentement. Je veux dire, vendre un livre, vous faire acheter un livre à quoi, 25$ ou même 19,99$ sur mon expérience de télé-réalité, excusez-moi, mais je vais vous le dire, franchement, ça vaut pas ça. Vous m'avez déjà gratifié d'une façon incroyable avec vos votes durant l'offre et j'en suis très humble. Vous venez écouter mes vidéos ici, et je vous partage les choses que j'ai faites dans là, je vous partage vos questions, je vous réponds de façon personnelle. Pour moi, ça, c'est un peu une façon de me dédier, de dire, écoutez, vous m'avez donné beaucoup, ça, c'est ce que je vous redonne en retour, ce que j'essaie de vous redonner en retour. Si je vous faisais payer 20$ pour un livre, pour les détails ou les secrets du lore, j'aurais l'impression de vous exploiter. Puis c'est pas mon intention, j'aurais jamais cette intention-là. Fait que non, ça l'a jamais traversé mon esprit Il y a des gens qui m'ont posé la question, mais j'ai jamais voulu écrire un livre sur mon expérience de télé-réalité. Je trouve ça vraiment trop insignifiant, banal, pour écrire un livre là-dessus. Pour moi, c'est comme pas inconcevable, mais presque. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pas lu non plus le livre de Julie Lemay. Il peut peut-être avoir des pièces d'information intéressantes vu que c'était l'ère de Guy Cloutier avec ce qui s'est arrivé et tout. Mais non, je pense que je vous ferai pas payer pour un livre comme ça. Oubliez ça. Fait que Patrick Minot, Arviset. Arviset. Si on te donnait, excuse-moi, si je le prononce mal, je m'excuse. Si on te donnait la chance d'incarner un personnage d'une série télé, lequel serait-il? Et côté film, quel personnage aurais-tu incarné? Pourquoi? Oh, ça a été la question, je pense, que j'ai le plus... Je trouve intéressant comme question, sincèrement. Mais que j'ai le plus buggé parce que c'est dur à dire. Moi, je diviserais ça entre personnages que j'aurais du fun à interpréter
personnage que la complexité du personnage m'intéresserait à interpréter et côté émotionnel quel personnage j'aimerais interpréter. Fait que pour moi, c'est comme 3 catégories distinctes. Fait que, par exemple, côté film, le personnage que j'aurais du fun à interpréter, ça aurait été le Hudson dans le deuxième Alien. Donc Aliens avec un S. Euh, Quand j'étais jeune, je me voyais comme Hudson. Même si c'est pas un des personnages principaux, c'est pas grave, je me voyais comme Hudson, puis j'aimais le personnage, j'aimais le côté action en arrière de ça. Fait que c'est vraiment plus mon côté enfant de je fais sauter des choses et je tire avec un fusil. Là. C'est banal, mais c'est ça. Côté. Puis c'est pas complexe, là, je veux dire, je trouve que le Hudson est c'était Bill Paxton qui faisait qui avait le rôle Feu, Bill Paxton, acteur que j'adorais d'ailleurs. Et pour moi, c'est un rôle qui avait pas nécessairement une grande complexité, mais qui avait quand même un fond intéressant à travailler. Et je trouve que Bill Paxton l'a de façon excellente, c'est incroyable. Fait que de ce côté-là, je vous dirais ce rôle-là, mais c'est vraiment plus côté le fun. T'sais, je me serais fait du fun dans ce rôle-là. Côté émotionnel qui me rejoint plus. Mettons un rôle, puis je compare un peu avec ce que Tom Cruise avait fait avec Magnolia. Donc un rôle qui vient peut-être le chercher plus personnellement ou des choses comme ça. Moi, mon rôle, ça aurait été celui de Bob Harris dans Lost in Translation, donc traduction infidèle. C'était Bill Murray, et c'est Bill Murray qui jouait le rôle de Bob Harris. C'est un rôle qui vient un peu plus me chercher émotionnellement parce que je me reconnais beaucoup dans le rôle des deux personnages, donc de Bill Murray et de Scarlett Johansson. J'aurais joué aux côtés de Scarlett Johansson aussi, donc je me serais pas plaint. Donc, mais émotionnellement, je pense que ce film-là vient me rejoindre beaucoup. Et souvent, j'écoute ce film-là, même des fois en background, en faisant autre chose, simplement parce que je le laisse rouler, puis ça me rend heureux de le laisser rouler. Je m'acclimate bien avec ce film-là. Donc, émotionnellement, je te dirais, ce serait ce film-là. Complexité, j'ai hésité beaucoup. Et j'ai hésité entre le Joker du Dark Knight, donc de Heath Ledger, ou Tyler Durden dans Fight Club, qui était fait par, dans le fond, qui était joué par Edward Norton et Brad Pitt. Je ne sais pas lequel choisir entre les deux, ben sincèrement. Ça serait un de ces deux-là, fort probablement. Au début, sincèrement, j'ai penché beaucoup plus vers Tyler Durden. Fight Club est un film complexe à mes yeux, dans le sens que je suis pas capable de l'analyser comme si c'était juste un film. Moi, je le vois toujours en 2 films, Fight Club. Et j'aurais aimé jouer Tyler Durden dans le premier film. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer plus en détail, ma vision par rapport à Fight Club. Parce que ma vision, comme la première moitié, 3/4 du film, est complètement différente que la dernière moitié, dernier quart du film. Et c'est un film qui, pour moi, a comme des connotations différentes dépendamment de la section du film que j'écoute. Donc, c'est un rôle peut-être que je considère qui s'adapterait mieux, que j'aurais aimé m'adapter dans ce rôle-là, mais peut-être pas pour tout le film. Donc, c'est un peu complexe à expliquer, mais sinon, je serais allé avec le Joker de Heath Ledger. Le nouveau Joker aussi de Joaquin Phoenix est excellent, mais je me serais peut-être plus vu dans celui de Heath Ledger. Côté série télé, pour le fun, j'aurais probablement pris Joey dans Friends. J'adore Joey, il me faisait rire. C'est un rôle épais. Puis c'est comme ça que je l'aurais joué. J'aurais joué épais. Ça m'aurait emmené du fun dans ma vie, jouer ce rôle-là. Parce que le gars, c'est un moron un peu. Mais en même temps, il y a une touche d'intelligence émotionnelle que j'aime bien. Fait que de ce côté-là de Joey, je trouve qu'il me rejoint un peu plus. Sur la complexité du personnage, en tant que série télé,
Je vous dirais que j'aurais peut-être joué un personnage de Breaking Bad. J'hésiterais entre Walter White et Gus Fring, fort probablement. C'est un des deux que j'aurais pris. Peut-être Walter, parce qu'évidemment, l'histoire est centrée sur Walter White. Avec Bryan Cranston. Mais j'ai comme je sais pas. Je sais pas quel personnage exactement, mais je pense que j'irais peut-être avec Walter White à ce stade-ci. Plus émotionnel, sentimental, qui me rejoindrait plus, j'aurais aimé jouer un personnage un peu plus héroïque, et je vous dirais que dans cette optique-là, j'aurais joué probablement un personnage de Game of Thrones, soit Jon Snow ou Ned Stark, ou un personnage un peu plus d'honneur. Donc pas un méchant, mais un personnage plus honorifique. Malheureusement, si on skip les 2 dernières saisons, bien évidemment. Donc, ça fait le tour un peu. Puis ça, ce personnage-là, c'est juste, je me serais senti bien dans la peau de ce personnage-là, le côté honneur. J'aurais aimé ça. Ensuite de tout ça, Matt M qui me donnait un follow-up de sa question parce qu'il m'avait demandé quel joueur j'aurais aimé avoir dans le All-Star de Love Story, contrairement aux joueurs qui étaient là. Puis j'avais répondu qu'il y en avait certains comme Christelle ou les 2 joueurs d'occupation double, Gabriel et Alexandra, et des choses comme ça que je voyais pas là. Et il m'avait demandé qu'est-ce que tu aimais dans le jeu de Sean-Edouard, Elisabetta, Charles-Éric et Kim, et qui t'aurait pour dans le fond, être dans le All-Star. C'était pas une question de ce que j'aimais dans leur jeu. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, quand je regarde pour un All-Star, que ce soit aux États-Unis, Big Brother, Survivor ou peu importe, je regarde pour dire quel joueur a sa place dans ça. Dans un show de All-Star comme ça. Ça serait la même chose, mettons, dans une game de All-Star de hockey, ou de football, ou de baseball. Tu veux avoir les joueurs qui sont considérés comme les meilleurs, ou qui ont fait le plus jaser d'eux autres. Et c'est pour ça que, malheureusement, c'est difficile, dans une saison All-Star, d'avoir tous les joueurs d'impact réunis ensemble. Survivor a eu ce problème-là. Big Brother a eu ce problème-là. Et Love Story a eu ce problème-là. On n'a pas été capable d'avoir certains joueurs, mais c'est pas nécessairement que j'appréciais quelque chose de leur jeu plus que ceux qui ont rentré. C'est qu'en mon sens, il y avait leur place dans le jeu par rapport à ce qu'ils avaient fait dans leur saison d'origine. C'est le fait que soit par leur popularité, soit par ce qu'ils ont fait en tant que gestes, les gestes qu'ils ont posés dans leur saison, l'impact qu'ils ont eu dans leur saison, leur donnait la légitimité d'être dans le All-Star. Malheureusement, ils n'ont pas été. Tu m'as demandé aussi, et qui t'aurait posé le plus d'ennuis pour la victoire à Love Story All-Star s'ils auraient participé. C'est dur à dire parce qu'en mon sens, mettons, les 4 avaient participé, ou même juste un des 4, ça leur aurait changé complètement la dynamique du jeu. Puis on sait pas comment que le jeu aurait évolué. Je peux pas arriver et dire, écoute, il y a un de ces joueurs-là qui serait arrivé en finale. Comme par exemple, moi, à mon sens, la joueuse la plus dangereuse là-dedans, c'était Kim. Par contre, Kim, j'avais travaillé avec. Elle s'était confiée à moi sur des choses personnelles, en dehors du jeu à Love Story 5, entre autres. J'avais des outils pour jouer contre elle rendu à Love Story 6, la revanche. Et même une des choses, quand il y avait eu les annonces de joueurs qui allaient participer et tout, Kim était venue me voir et m'avait dit une des raisons pourquoi je ne participe pas à Love Story 6, c'est à cause de toi. Et elle me l'avait dit directement, elle m'avait dit ça fait longtemps que je travaille sur ma carrière, sur mes choses, je ne veux pas que tu détruises ça à la TV pour essayer de gagner à la fin. Et dans le sens que c'est pas parce que j'aurais eu des éléments chocs à y amener ou j'aurais eu quelque chose que j'aurais pu taper dessus, c'était pas mon intention par rapport à Kim. Je l'adore, Kim. Mais évidemment, si j'avais pu, j'ai été capable de voir durant le temps que j'ai travaillé avec les aspects, les petites choses qui pouvaient la déranger.
les petites choses qui pouvaient y taper ses nerfs, les petits, sa personnalité en général. Donc, nécessairement, elle m'avait donné des outils avec lesquels travailler si je me retrouvais dans la maison avec elle. Peut-être ça aurait été ma grande alliée, on serait peut-être rendu en finale ensemble, et finalement, main dans la main, puis il n'y aurait pas eu de problème, un ou l'autre qui gagne, on aurait été heureux. Mais, logiquement, j'aurais essayé d'y nuire quand même un petit peu. Tu sais, je veux dire, c'est quand même ça. Qu'est-ce que j'aurais fait? Ça aurait dépendu de la situation, ça aurait dépendu, est-ce qu'elle aurait été de l'autre côté de la maison avec Mathieu Baron et Delphine? Elle aurait-tu été une de mes alliées? Comment que ça se serait dessiné? Elle se serait-tu plantée? J'aurais-tu attendu de voir si elle se plantait elle-même avant de poser un geste contre elle? Aucune idée. Mais ça aurait été la stratégie du moment. Pour les autres joueurs, Sean-Edouard, Elisabetta, Charles-Éric, j'ai pas l'impression, et là je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'aucun des trois aurait pu gagner Love Story 6. Elisabetta aurait peut-être pu avoir un peu plus de chance par le fait qu'elle avait fait beaucoup plus jaser, était un peu plus connue mais à ce moment-là. Charles-Éric, il venait de gagner la 5e saison. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi il n'est pas revenu. Il savait qu'il ne pourrait pas regagner encore une fois. Sean-Edouard, sa personnalité était trop d'un bord puis de l'autre pour que le public lui donne la victoire. Du moins, si je me fie à Love Story 3, il aurait peut-être pu changer, il aurait peut-être été très différent Love Story 6, plus stratégique, plus mindé sur le Grand Prix. J'ai pas l'impression, mais on sait jamais. Donc, je pense que dans les 4, Kim aurait été la plus grosse menace, mais c'est elle aussi que j'avais le plus d'outils contre elle pour jouer. Fait que soit ça aurait été une grande alliée comme Priscilla, soit que ça aurait été une grande ennemie comme Delphine. Moi, à mon sens, ça l'aurait probablement viré comme ça. Ça n'aurait pas été quelque chose de neutre par rapport à Kim. Et Kim est une femme très forte, très intelligente. Ça aurait été un combat assez épique. Et si je veux... pour être honnête, quand je suis arrivé à Love Story 6, les semaines de marde du début que j'ai joué contre Delphine, Mathieu Baron, Hugues, David, m'ont vraiment drainé du jeu. Quand je suis arrivé à la 6e semaine, j'étais déjà sur les genoux. Fait que si j'essaie de penser à dire que Kim aurait été là sur le tas, j'aurais peut-être été drainé complètement. Puis, moralement et mentalement, j'étais drainé avec toute la merde qui se passait en dedans. Mais peut-être que le fait que Kim aurait été là, la dynamique aurait pu être très différente. On ne le saura pas, malheureusement. Mais j'aurais aimé ça qu'elle participe, ça c'est certain. Une dernière question, une chose qu'on m'a demandé en privé, je trouvais ça drôle parce qu'on me disait pourquoi je mets des cœurs à tous les commentaires, même les commentaires négatifs. La raison est super simple. Et c'est le fait que c'est comme ça que je vois si je vous ai lu ou je vous ai pas lu. c'est niaisement. Quand je mets un cœur sur un de vos commentaires, que ce soit un commentaire désagréable, chiant, peu importe, c'est parce que je vous ai lu, j'ai pris connaissance de votre commentaire et que soit je vais revenir dans une vidéo ou soit au moins je vous ai lu puis je vous ai répondu après. Fait que pour moi, je reconnais un peu plus vite les commentaires que sur lesquels j'ai passé et je suis capable de me dire bon ben si j'ai pris mes notes en fonction de quand je vous lis je prends des notes comme les questions que vous m'avez posées aujourd'hui. Et donc, quand j'ai mis le cœur, c'est parce que j'ai fait le tour et j'ai pris les notes en conséquence. Donc, c'est un petit vidéo comme ça. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez faire un petit like, n'hésitez pas, ça va me faire super plaisir. Sinon, on se retrouve au prochain vidéo. Bonne journée, bye bye.